Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale. Et oui, le retour après les vacances de votre duo de Flandriens, comme on nous appelle, avec Titien. Bonsoir Titien, quand vas-tu? Retour de vacances après le Tour de France. Ouais, salut Nico, salut tout le monde. Bah, ouais, très très content de te retrouver, de retrouver les émissions, de retrouver Radio Fringale, même si j'avoue que c'est un petit peu dur reprendre le chemin du travail demain. Voilà, 3 belles semaines de vacances, c'était très chouette, mais voilà, il y a quand même du vélo pour nous redonner le sourire, pour nous redonner le moral, et on va en parler aujourd'hui. Oui, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'actualités dans cette période entre le Tour de France et la Vuelta. Nous sommes le 16 août et les courses du jour ont terminé avec cette magnifique victoire française de Paul Magnier, décidément vraiment la saison de la confirmation au plus haut niveau pour Paul Magnier qui remporte une magnifique classique World Tour avec la 6 classique. On va revenir sur le déroulé de cette course, mais avant, évidemment, on va parler du tragique avec le décès cette semaine lors de la 8e étape du Tour du Portugal. De Finlay Tarling, le petit frère de Joshua Tarling, au 12 âge malheureusement de 19 ans. Il avait même pas 20 ans. Alors déjà que c'est toujours un drame quand il y a un coureur cycliste qui décède, mais là, il venait de commencer sa carrière professionnelle à peine plus d'un an, sur un accident absolument honteux. On y reviendra lors d'une émission contre-attaque sur la sécurité lors des courses pour les coureurs. Mais Titien, un petit mot sur cette nouvelle dont on n'aime jamais parler, mais voilà, qu'il faut mentionner, mais qui est toujours un drame. Ouais, comme tu dis, c'est un drame. Toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches, voilà. Et puis en espérant que des choses soient faites, même si le sport cycliste, de par sa nature, c'est un sport extérieur, il y a des dangers partout, que ce soit à la fois sur les parcours, dans les pelotons, et puis évidemment avec les à côté, l'organisation qui est jamais parfaite. Les dangers peuvent venir de partout, et ça fait, voilà, c'est encore un mort de trop, c'est hyper regrettable, c'est une terrible nouvelle, mais voilà, malgré tout, la Volta a continué. Il faut qu'on continue à avancer, mais c'est clair que franchement, ça a quand même pas mal assombri cette semaine de cyclisme, et on a une grosse pensée évidemment pour tous ses proches. Oui, tous ses proches, notamment son frère, Joshua Tarling, qui doit être évidemment effondré d'avoir perdu son Ouais. petit frère dans un accident, voilà, mort sur le coup. Finlay Tarling, avec une voiture qui roulait à contresens sur la course ce 14 août 2026. Évidemment, l'émission du jour lui est dédiée et nous reviendrons. On avait déjà, enfin, hasard malheureux, on avait déjà prévu d'en parler de la sécurité routière pour les cyclistes lors des courses et lors des entraînements, voilà, pour les professionnels, les amateurs, lors d'un contre-attaque. Et ben voilà, il se trouve que l'actualité nous a rattrapés. Donc d'ici la fin du mois, vous aurez votre contre-attaque qui sera dédié justement à Finlay Tarling et à cette thématique. Au niveau des blessures également, vu qu'on y est, comme ça, après on parlera uniquement du positif, c'est-à-dire des courses et des coureurs qui nous ont fait vibrer. Quelques blessures de plus cette semaine, et notamment Titien. Quelle première saison difficile pour la pépite Albert Witten Philipsen, qui est à nouveau tombé lors d'un entraînement. Il s'est fracturé le poignet, l'épaule, et il a également des douleurs sur toute la partie omoplate, et il s'est fracturé le coude, le poignet, pardon, et il a des douleurs sur toute l'épaule, voilà, du côté où il est tombé. Une première saison catastrophique pour la pépite danoise. Ouais, tout à fait. Bon, évidemment, ça paraît toujours rien à côté du décès d'un tragique d'un Ah, coureur, évidemment. donc ça permet évidemment de relativiser, et voilà. Mais moi, en tant que fan, tu le sais, comme toi, de cette pépite, je suis un peu dégoûté. Et franchement, quand j'ai vu l'info, j'ai dit, mais vraiment, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Comment on peut tomber autant? Il a 4 chutes en compétition cette année, alors que déjà, il a pas fait beaucoup de compétition. Et ensuite, 2 grosses chutes à l'entraînement. Il revenait, hein, enfin, il allait revenir à la compétition à la fin du mois, là. Il revenait de sa terrible chute à 80 km/h au mois de mai. Il avait repris l'entraînement à l'extérieur fin juillet, et patatras. Alors à voir maintenant si d'une ça laisse des traces. Alors sur son niveau physique dans sa carrière, voilà, faut relativiser. C'est une chute qui arrive alors qu'il n'a que 19 ans. C'est une saison, voilà, qu'il faut oublier, mais il a encore toute la carrière devant lui, hein.
Voilà, c'est pas parce que y a Pogacar qui gagne un tour à 21 ans qu'à 20 ans, quand ta carrière est pas encore lancée, t'es mort. Donc pas du tout. Par contre, faudra évidemment qu'il arrive à se relancer moralement, parce que physiquement, je pense que ça va pas non plus. C'est pas non plus la même blessure qu'a eu un Remco Evenepoel, par exemple, qui a pu un peu l'arrêter, même physiquement. Là, je pense que le sujet, ça va être de repartir moralement après une saison vierge, où en plus, tu vois, les mecs avec qui tu jouais, notamment Paul Sexas, faire une saison de fou furieux, donc ça doit pas être facile. Et puis après, il faudra qu'il voit un peu, parce que pourtant, c'est quand même un mec qui vient du VTT, qui a 2 titres mondiaux, enfin, ouais, 2 titres mondiaux en VTT chez les juniors, et qui là, bah, fait que tomber même pas j'allais dire dans un peloton, mais non, il tombe à l'entraînement aussi. Donc, est-ce que c'est de la malchance, vraiment purement de la malchance? Est-ce qu'il y a de la maladresse? En tout cas, voilà. Écoute, on l'avait vendu comme le monstre arrive en début d'année, bah, il arrivera peut-être l'année prochaine. En tout cas, c'est une année à oublier pour Albert Philipsen. Et on signale également Stéphane Bisseguer, hein, qui s'est le 12 août dernier, qui s'est fracturé le pelvis, qui va en avoir pour un mois. Également, on salue Romain Bardet, qui est toujours dans sa Oui, quête de gravel, qui s'est malheureusement le 7 août dernier fracturé la clavicule lors d'une descente du Mont Ventoux à l'entraînement. Donc pour le pauvre Romain qu'on salue. Et puis surtout cette nouvelle évidemment qui circule actuellement dans le peloton. Alors on s'en doutait, mais Titien, on va terminer ce chapitre avec ça. C'est Jonas Vingegaard qui était tombé lors du Tour de France, qui s'était fracturé différentes parties et qui pourrait ne pas revenir de la saison, même pas pour les courses de fin de saison comme un Tour de Lombardie, des championnats du monde. Apparemment, il se murmure que Jonas Vingegaard ne pourrait reprendre la compétition qu'au début 2027. ouais, tout à fait. Bon, on n'est pas surpris, Nico, on va pas se le cacher, hein. Jonas Vingegaard, une fois qu'il a chuté au Tour de France, on s'est un peu quand même tous dit, il y a de fortes chances que ce soit la fin de saison pour le Danois. C'est quand même pas un coureur de classique ni de championnat du monde, donc à partir du moment où il avait déjà gagné son Giro et que le Tour de France s'était foutu, moi je me suis quand même dit, ce serait une énorme surprise qu'il se remobilise après une année pleine comme ça pour des courses qu'il affectionne pas particulièrement. Donc voilà, on reverra probablement Jonas Vingegaard l'année prochaine. Eh ben, on va revenir aux courses, évidemment, puisqu'on fera le bilan, évidemment, de tous les grands coureurs, les équipes, la saison, à la fin de cette saison. Mais il reste encore des belles courses, à commencer par ce qui s'est passé cette semaine. Et aujourd'hui, ben, la Classic World Tour de la semaine, c'est évidemment la Cyclassic de Hambourg, une classique traditionnellement pour sprinters, mais qui peut de temps en temps révéler des scénarios, des scénarios un petit peu voilà, surprenant. Et aujourd'hui, ça manquait pas parce que Titien, en plus de tous les grands sprinteurs, Jonathan Milan, Olaf Koy, Paul Magnier et compagnie, il y avait un trouble fait au départ. C'était Isaac Del Toro. Et Isaac Del Toro aura tenté. Il en lui a manqué un petit peu aujourd'hui, certainement fatigué par son très long début de saison. Un peu surprenant d'avoir aligné Isaac Del Toro sur une course, voilà, plutôt pour grosse cuisse. Mais il aura été, on va dire, l'étincelle, le trouble fait qui a permis justement de forcer la décision. Ouais, c'est une immense surprise, on va pas se le cacher. Enfin, jamais je me serais attendu à voir Del Toro revenir aussitôt. C'était le Tour de France, il s'est fini quoi, il y a 3 semaines et demie, il y aurait 4 semaines, 4 semaines. Donc c'est quand même pas énorme. Pour moi, il y a beaucoup de coureurs qui partent en vacances. Si vous suivez un peu les coureurs sur les réseaux sociaux, vous voyez que Remco Evenepoel est en train de faire sa tournée de Red Bull, d'hélicoptères, de voitures, etc. Enfin voilà, beaucoup de coureurs sont en vacances ou alors ils se préparent pour la Volta comme Tadej Pogacar. Isaac Del Toro, son programme, c'est quand même de briller sur les mondiaux et la Lombardie, qui sont ses 2 derniers objectifs de fin de saison. Ah, je suis quand même très étonné. Je pensais qu'il était reparti au Mexique et qu'on le reverrait pas avant les classiques canadiennes pour se préparer. Franchement, je pensais pas revoir avant le Tour de Lombardie Isaac Del Toro sur le sol européen. Et alors voilà qui s'aligne au départ de cette Adaxi Classics et puis là dans quelques jours au départ du Tour d'Allemagne. Donc ouais, c'est étonnant, étonnant. Après, il a joué les troubles faits. On a bien vu que c'était pas un Del Toro. Bon, d'une déjà, le Vasberg, c'est quand même pas assez difficile hein, pour faire des différences. Je me souviens, peut-être tu te souviens aussi, dans notre enfance, c'était Jan Ullrich mais lui qui était plutôt pour clôturer sa saison, qui venait sur cette course parce que c'était chez lui en Allemagne 3 semaines après le Tour de France. C'était après le Grand Prix de Zurich. Exactement. Ils enchaînaient Grand Prix de Zurich et Hambourg. Exactement. Mais lui, il était plutôt là parce que c'était en Allemagne, c'était la classique allemande et puis en plus, bon bah.
sa saison a été finie après. Et Yann Ulrich, là, c'est très étonnant. J'avoue que, je sais pas, il a peut-être été puni ou, bah, bon, ça fait quand même peu de repos après un Tour de France, sachant qu'il a une saison où il a déjà bien charbonné, Del Toro. Donc, bon, bah, écoute, apparemment, il a besoin de courir. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'il était pas à son top du top. Il a tenté, mais on a bien compris qu'il n'allait pas gagner aujourd'hui, Isaac Del Toro. Moi, je m'étais pas laissé prendre au piège, hein, à Cycling Fantasy, je ne l'avais pas pris, même si c'était le coureur qui valait le plus cher. Donc, voilà, écoute, étonnant, mais bon, on a toujours des petites surprises. C'est peut-être mis en route pour détruire le Tour d'Allemagne dans quelques jours. Et surtout, ça a permis ce durcissement justement dans la Werkbergstrasse. Ça a permis de faire une petite sélection entre les sprinteurs qui ne passaient pas un pont d'autoroute, comme on dit, et qui ont essayé de s'accrocher, mais qui ont été dans un groupe à une dizaine de secondes derrière pendant de nombreux kilomètres dans le final en direction de Hambourg, et des sprinteurs qui ont pu limiter la casse lors de l'accélération du Mexicain, qui est revenu d'ailleurs à cette occasion dans l'échappée, dont le coureur le plus fort était Benjamin Thomas, qu'on salue. Et à cette occasion, ben, ça a permis au meilleur des sprinteurs, parmi ceux qui passent les bosses, c'était celui qui a la plus grosse pointe de vitesse, c'est notre ami Paul Magnier, Titien. Paul Magnier qui a montré qu'il avait les jambes bien placées, qui a limité la casse mieux que ses rivaux, notamment les autres favoris Olaf Koy et Jonathan Milan. Et donc, Paul Magnier s'est retrouvé avec Stuyven et quelques coéquipiers, ainsi que quelques coureurs de la Visma et de la Cofidis notamment, qui avaient Fretin, Alexis Renard et compagnie, qui s'est retrouvé dans le premier groupe d'une quarantaine de coureurs. Et ça montre que non seulement Magnier est évidemment l'un des meilleurs sprinteurs du monde, ça on va y revenir, mais surtout que voilà, quand la course se durcit, quand il faut être capable d'envoyer les watts bien placés, avoir quand même cet instinct pour les classiques, Paul Magnier est présent et c'est là qu'il construit son succès. Ouais, mais je me demande honnêtement si à date, alors c'est peut-être pas le plus rapide menu du monde, mais si c'est pas tout simplement le meilleur sprinter du monde, tant sa palette est impressionnante. Moi, vous savez, j'adore ce coureur et encore une fois, je suis trop heureux. Honnêtement, j'avais pas de doute. Le seul risque, c'était qu'il se fasse enfermer. Mais franchement, bon, Jasper Stuyven, c'est le pompier de service cette année, hein. Il est sur toutes les courses. Il est Giro, Tour de France, il Exceptionnel, est Stuyven. partout. Et bah, il a fait un lead-out de fou. Et après, Magnier s'est replacé. Enfin, bon, franchement, à partir du moment où quand il a lancé son sprint à 200 mètres, je savais qu'il allait gagner. Enfin, Paul Magnier, quand il est lancé et qu'il est pas gêné, honnêtement, il est imbattable. Alors oui, il avait fait une rentrée timide face à Jonathan Milan sur le tour c'était quoi, le Tour de Pologne, où il a perdu Ouais. 3 fois. Ça s'est beaucoup joué au placement. C'est vrai qu'il avait aucun lanceur, lui, contrairement à Milan sur ce Tour de Pologne, il était un petit peu tout seul en reprise, bon, un peu paumé. Mais là, sur les courses qui comptent, voilà, sur la classique peut-être maintenant qui est devenue peut-être la plus grosse classique pour les sprinteurs dans l'année, bah lui il a tenu, et c'est même pas qu'il a tenu, c'est quand Del Toro attaque dans le dernier Vasberg, Magnier il est en 8e position, il est absolument pas en difficulté, donc ouais, cette palette elle est folle, moi, enfin, il fait vraiment penser à un Tom Bonnen, on en a souvent parlé, mais c'est un peu le même genre, et cette puissance dans le sprint derrière, ouais, il est vraiment trop fort, il fait quand même, là il est en train de faire il avait fait une saison de fou l'année dernière avec 19 victoires, mais on lui reprochait que c'était des victoires un peu de seconde zone, même si le chiffre de 19 était incroyable, bah là, pour l'instant, il y a moins de victoires. Il y en aura peut-être pas loin à l'arrivée, mais par contre, les victoires, elles sont énormes, hein. Il bat 2 fois Jasper Philipsen en février, il bat 3 fois Milan sur le Giro avec le maillot de meilleur sprinter. Et puis là, il gagne cette classique, il sera sur la Bretagne classique dans 2 semaines, où il sera le grand favori. Donc, Il sera autour d'Allemagne, hein, il pour sera autour préparer. d'Allemagne aussi, voilà, peut-être aussi voilà, un peu en préparation, peut-être pour aller choper une victoire, mais je pense que le prochain objectif, c'est vraiment cette Bretagne classique, et honnêtement, ouais, il a une palette de fou, et quand je vois comment il passe le Vasberg aujourd'hui, je me dis que le jour, tout se goupillera bien sur alors je parle pas d'un Tour des Flandres qui est maintenant devenu trop dur, mais sur des Flandriennes, si pas à travers la Flandre ou Gand-Wevelgem, ou même l'Omloop, Ou la Plaine. ou Kurn, voilà, tout ça, et ben quand tout se passera vraiment bien, parce que cette année il a pas eu de chance, ben, il sera quand même injouable parce qu'il a une puissance sur les pavés, c'est quand même fou. Donc ouais, bon, et il a écrasé la course, voilà. Arnaud Démare l'avait fait dans ses premières années en 2012 quand il avait gagné cette course. Ben, Paul Magnier, voilà, il a 22 ans et ça y est, tu sens que cette année vraiment, là, il y a plus de doute. L'année dernière, il y avait encore le doute de se dire il a jamais vraiment été confronté à tous les meilleurs sprinteurs du monde. Bah, cette année, on pourra dire que quand même là, il est confronté à de la grosse concurrence, et il est trop fort. Est-ce que parmi les purs sprinteurs, je parle des purs sprinteurs, est-ce que parmi les purs sprinteurs, à part Jasper Philipsen, est-ce que c'est le plus complet? Moi, je le trouve plus complet que Milan, Olaf Koy ou son coéquipier Merlier, par exemple.
Je pense que Je parle vraiment des purs sprinters. Je parle pas des ovnis comme Pedersen ou Van Der Poel ou voilà, des mecs rapides, mais voilà, mais je parle vraiment des purs sprinters, des mecs qui peuvent gagner des sprints massifs. Est-ce que c'est pas l'un des plus complets? Parce que Pedersen, pour moi, c'est plus un spécialiste de classique qu'un pur sprinter. je, je Parce pense que qu'évidemment, ça joue. Pedersen est plus complet que Paul Magnier. Je Hein, pense que oui. ça joue avec Matthew Brennan, qui a pas eu beaucoup l'occasion de se mettre en évidence cette année, mais la saison de Matthew Brennan l'année dernière, et puis Matthew Brennan a déjà Kurn à son palmarès, hein. Donc on a vu que Matthew Brennan a Oui, mais bien Magnier à Hambourg, là. Ah, ouais, ouais, c'est différent parce que Kurn, ça a vraiment été une course très très difficile, on s'en souvient, hein. Ça a pas arrêté de gagner, à la fin ils étaient une trentaine et Brennan gagne. Brennan a quand même gagné l'an dernier, je te souviens, au Tour de Norvège contre Van Gils sur des ascensions de deux bornes à 7-8%, dit qu'il a à jeu. Bon, en fait, on oublie un peu le Britannique parce qu'il a connu un milieu de saison très très compliqué, mais attention, la Vuelta arrive. Moi, je vois bien le festival arriver, donc pour moi, c'est kiff kiff. Je pense que Magnier est plus puissant, mais je pense que Brennan a encore une palette un petit peu plus large que le français. Brennan, il peut tenir dans un groupe de 40 après dans une ascension difficile. Tu vois, le Giro cette année, par exemple, où les il est meilleur Movistar, les coach, en fait, tu veux Movistar dire. avaient fait. Il passe mieux les bosses. Ouais, Brennan passe mieux les boss. Et pour l'instant, a montré plus de choses sur des courses un petit peu d'endurance, là où, voilà, Magnier, et peut-être que Magnier est plus rapide, quoique Brennan avait tapé Milan. J'aimerais bien voir, c'est peut-être d'ailleurs l'année prochaine qu'on commencera à voir ça, les deux, puisqu'ils ont C'était ma ils ont question. 2 ans d'écart, les deux confrontés enfin au top du top. Je pense vraiment que dans un sprint, pur sprint, Magnier est un peu plus puissant, mais je pense qu'après une course un petit peu difficile, je pense que Brennan est un petit peu plus complet, donc j'ai hâte de voir ça. J'adore les deux de toute façon, donc j'ai vraiment vraiment envie de voir ça. Pour l'instant, on n'a pas trop eu ça, mais ça va forcément venir un moment, quoi. De toute façon, c'est les deux mecs, c'est les deux stars du sprint en devenir. Ouais, c'est vrai que c'est les deux jeunes. Donc, c'était un des trucs dont on avait parlé, justement, la saison des jeunes, la saison de la confirmation pour Magnier et Brennan. Alors, chacun de leur côté, ils ont eu des hauts et des bas. Hein. Paul Magnier a fait un Giro exceptionnel et là, il fait un très bon mois d'août, hein, qui est d'ailleurs, voilà, pour l'instant, qui va peut-être en continuer justement en Allemagne et en Bretagne. Brennan, on le retrouvera évidemment à partir du week-end prochain sur la Vuelta. Donc, mais c'est vrai que moi, c'est l'une de mes grosses interrogations. On en reparlera peut-être à l'intersaison. Justement, un des trucs qui va m'exciter, c'est ce futur duel. J'espère les voir plus confrontés sur les mêmes courses en 2027. Après, vu l'âge qu'ils ont, hein, c'est-à-dire 21-22 ans, nul doute qu'on verra ces deux jeunes pépites, voilà, si leur carrière se passe bien durant les 10 prochaines années, ça peut, on en a déjà un petit peu parlé, ça peut nous offrir une rivalité incroyable parce qu'à un moment donné dans leur carrière, ils vont nécessairement vouloir chasser sur les mêmes terrains, que ce soit des étapes du Tour de France, que ce soit des classiques comme celle de Hambourg, comme les classiques belges du mois de février-mars. Voilà, donc évidemment à suivre, mais effectivement ce futur duel Magnier-Brennan 2027-2028, évidemment qu'on le suivra et on s'y attend beaucoup. Les autres résultats de la semaine. Andrew Auguste, la jeune pépite d'Ineos, l'américain, s'est imposé au Tour de Tchéquie. Et alors là, c'est le grand écart parce que troisième au général, c'est l'intuable. Voilà, il ne s'arrête Ça jamais. pourrait être son père. Domenico Pozzovivo. Ça pourrait être son père. Il y a 20 ans d'écart Ah bah. entre Pozzovivo et Andrew Auguste qui remporte le Tour de Tchéquie. Et surtout, la belle histoire, celui qu'on n'avait pas vu venir, c'est Alessandro Fancellu, l'italien de la MBH Bank, une équipe qui n'est même pas qui est une équipe de Continental Pro, mais qui n'est pas une équipe parmi les top équipes comme Tudor ou Q365, etc., ou Total Energy, qui sont des top équipes de Conti Pro, et qui fait une magnifique victoire d'étape aujourd'hui et qui termine deuxième du général. Assez marrante toujours ces courses un peu comme le Tour de Tchéquie où on retrouve des gars qui sont au fond des classements le reste de l'année et qui parviennent à tirer leurs épingles du jeu sur des courses où il y a moins d'adversité. C'est quand même sympa.
Ouais, c'est sympa, c'est autre chose que c'est autre chose que le Tour de France, c'est sûr, c'est pas les mêmes noms, mais moi j'aime bien, voilà, ça fait du bien de voir des petites courses comme ça avec des coureurs dont on n'a pas le qu'on peut pas voir toute l'année. Et après Andrew Auguste, il commence à faire ça fait lui c'était un des grands espoirs hein, du cyclisme, voilà, et de la génération de Paul Sexas, de Philipsen, de Brennan, de Widar, de tous ces mecs-là. Il n'a que 20 ans, ça fait déjà sa troisième saison chez les pros. Il est peut-être arrivé un peu trop tôt chez les pros, mais cette année je trouve que Grimpeur de vraiment. push, hein. Pardon? Grimpeur de push Ah, américain, on oublie 20 ans, grimpeur de push. 1m70, 57 kilos. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais il était très très bon chez les jeunes. Il a galéré ses 2 premières saisons. Voilà, peut-être pas le gabarit pour tout de suite faire des courses pro. Mais là, cette année, quand même, c'est quoi? Il a quoi? 5 victoires cette année, Andrew Auguste, dont une victoire World Tour, hein, puisqu'il remporte quand même la très difficile dernière étape du Tour du Pays Basque. On s'en souvient, sous la pluie, il bat quand même des très grands noms ce jour-là. Hein. Il Tout à avait fait. battu notamment Tobias Johansen, Garcia Pierna, il avait battu Verstringue, et puis voilà, enfin, c'était une journée qui avait, Tobias Johansen, c'était la journée qui avait fait basculer le classement général avec Paul Sexas qui avait dû résister, etc. Donc voilà, il gagne au début de saison. Enfin, là, il Il gagne est sixième du Tour d'Autriche. 6e du Tour d'Autriche, un petit peu en reprise après le Tour de Suisse. Donc j'ai envie de dire que il est de plus en plus fort. Bon, il a toujours un défaut, mais c'est normal à 20 ans, c'est qu'il est très irrégulier. Il y a des courses où il peut passer au travers, comme le Tour de Suisse, où il a absolument pas pesé, ou le Tour de Romandie, alors qu'il sortait d'un bon Tour du Pays Basque. Mais voilà, moi je pense que ça lui a peut-être ouvert les portes de son premier grand tour dans 6 jours maintenant. La Vuelta, je serais étonné quand même que Ineos, qui n'a pas non plus une force de frappe de fou, hein, on va pas se le cacher, le mette pas pour enfin son premier grand tour à 20 ans. Ça me paraîtrait assez logique, voilà. Et je sais pas, mais moi je le verrais bien sur la Vuelta pour aider ses collègues et pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire d'étape en échappée, on sait jamais. Hein. Puis on va pas se mentir, vu le niveau et le profil d'Andrew Auguste, c'est vrai qu'un grand tour comme la Vuelta, ça lui Ah, ça convient lui quand irait même bien, très bien. ça lui irait bien. C'est quand même parmi les grands tours, c'est quand même celui qui lui convient le mieux. On Ouais. a vu d'ailleurs, c'est en Espagne qu'il a connu sa seule victoire en World Tour, c'est notamment sur le Tour du Pays Basque. Donc autant dire que les petites montées de 2, 3, 4 km très pentues, ça lui convient très bien. Tout à fait. Donc Andrew Auguste, l'Américain, qui remporte le Tour de Tchéquie, belle histoire. Et puis évidemment Alessandro Francello qui marque des points précieux et qui permet à la MBH Bank de rentrer temporairement pour l'instant dans le top 30 à la lutte avec des équipes comme Euskaltel et surtout, c'est terrible Titien, avec la Picnic. Que la Picnic se bat avec la MBH Bank pour être dans le top 30 du classement mondial. Pour une équipe World Tour, c'est peut-être la pire saison d'une équipe World Tour qu'on ait jamais vue de l'histoire. Ah oui, bah là, c'est dur de trouver du positif chez la Picnic, hein, honnêtement, là c'est... Ouais, c'est pas terrible, c'est vraiment une catastrophe. Bon, voilà, c'est quand tu repenses qu'il y a 6 ans, il cassait toute la barre. Et quand tu revois la génération, c'était comment à l'époque? C'était la Sunweb. L'équipe La de 2020, elle est génération incroyable. 2020, L'équipe mais 2020, elle est c'est incroyable. Allez voir le incroyable. roster Oh de la là là. Picnic en 2020, donc ça s'appelait à l'époque Ça s'appelait la Sunweb. la Sunweb. Il y avait Mark Hirschi, il y avait Félix Gall, il y avait. Enfin bref. Tige Benoît, il y avait Van Wilder, Leknesund, bref, il y y avait non, Le roster est incroyable. Soren Kragh Aujourd'hui, Andersen, il y a 20 c'était coureurs qui sont dans des top équipes World Tour. Matthews qui était là en 2020. Enfin voilà, c'était une folie. Non, non, là, c'est terrible ce qui s'est passé. On en reparlera peut-être avec Loïc, notre néerlandophone, notre néerlandais, qui, vu que la Picnic est un sponsor, comme vous le savez, néerlandais, et voilà, il suit le dossier de près, et notamment voilà, ce qui se dit dans la presse spécialisée néerlandaise, que Loïc peut évidemment, de par ses origines, lire dans le texte, et donc on aura des informations de première main. On fera, Titien, le bilan des équipes World Tour, et notamment de cette saison tragique de la Picnic dès la fin de saison. M'étonnerait que ça avance beaucoup cette histoire, mais des rebonds incroyables peuvent arriver. La Cofidis qui remporte la Polynormande avec Hugo Page au sprint qui bat Sandy Dujardin de Total Energy et son coéquipier Alex Aramburu de la Cofidis, avec également top 5 pour Venturini et Noah Isidore, 4e de la Décathlon. Il n'a pas été déclassé cette fois, Titien. T'as vu, il y a du progrès. Hein. Il est là. Il y a du progrès, mais il a été surclassé par contre. Surclassé par Hugo Page. Hugo Page qui monte en puissance cette saison, qui avait commencé timidement. Et là, c'est de mieux en mieux. Le jeune sprinter, enfin 25 ans, ça va, il a. Le jeune sprinter français, coureur complet qui monte en puissance. Ça fait plaisir pour Hugo Page. Moi, pour tout te dire, je pensais il y a 3 ans que ça allait être un mec, alors pas non plus un cador, mais un mec sérieux concurrent
sur les Flandriennes, il avait quand même ce profil puissant, il a cette capacité de sprinter et de passer les bosses. Moi, Hugo Page, à l'époque Intermarché, ouais, 2022-2023, quand il est arrivé vraiment en World Tour, il était vraiment très très fort et je me suis dit, ça va donner quelque chose. Bah, il avait fait top 5 d'une étape de la Vuelta, il me semble. Enfin, il multipliait un peu les bons résultats et puis bah, depuis, ça a été quand même. Depuis cette année 2023-2024, là, ça a été quand même très compliqué. Il sort quand même de 2 saisons où il s'est rien passé. Et puis là, bah voilà, il vient chercher cette victoire un peu de nulle part parce que franchement, je pense qu'on l'attendait pas du tout cette année. Il y avait quand même peu de résultats. Et donc voilà, ça fait plaisir parfois que certains, on croit plus tellement en eux, etc. Et puis finalement, voilà, il a rien à voler sur cette victoire. C'était largement le plus puissant au sprint. Alors ça reste bon que la Pauline Normande, mais est-ce que ça va permettre enfin de lui redonner confiance et de le relancer? Je lui souhaite parce qu'en tout cas, il nous a sorti un sprint masterclass et voilà, ils ont tous été battus à la régulière. Et pourtant, Isidore ou Dujardin, c'est quand même pas non plus des petits coureurs, quoi. Non, non, ils font des très bonnes saisons. Et deux coureurs dont on avait déjà parlé dans l'hebdo. Et deuxième victoire de professionnel de la carrière d'Hugo Page. Après, en 2023, tu l'avais dit, cette victoire autour du Limousin, cette victoire d'étape autour du Limousin. Périgord, Nouvelle-Aquitaine, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais Hugo Page qui confirme et qui vient faire une belle surprise et une victoire évidemment importante pour la Cofidis. Qui, j'ai l'impression, Titien, quand même, un tout petit virage sur la Cofidis. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la saison, ça va de mieux en mieux quand même. Ah, C'était mais difficile en début de saison, puis finalement on c'est arrive sur toujours des. ça, Cofidis, c'est toujours ça. Alors, bon, Izagirre, il fait quand même une belle saison à Rambourou. Le Pays Basque, ils ont eu une période face là, sur le Tour du Pays Basque. Après, ça a été un petit peu plus compliqué, mais là, on a vu Benjamin Thomas très fort sur la classique de Hambourg. Aujourd'hui, cette victoire. Puis bon, sur la Vuelta, ils seront là. Bon, je sais pas s'ils vont gagner, mais ils ont toujours les mecs un petit peu pour aller faire quelques places. Brian Cocard, on peut l'espérer qu'il aille chercher des petits résultats sur la Vuelta. Donc c'est vrai qu'il sort toujours plutôt des bonnes fins de saison quand on s'approche de la Vuelta, je trouve. Oui, donc évidemment, on va suivre la Cofidis pour cette fin de saison, mais une victoire qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, puisque ben, il n'avait pas gagné depuis le championnat du contre-la-montre du Luxembourg remporté par Alex Kirch. Donc oui, c'est pas non plus full prestige non plus. Et puis évidemment la victoire d'Arambourou au Baloise Belgium Tour. Donc comme une victoire lors du mois d'août sur une belle course comme la Polynésie normande, c'était important et c'était une course magnifiquement maîtrisée par la Cofidis. Le Arctic Race of Norway, là, il y avait du puncher, il y avait de l'attaquant. Magnifique victoire lors de cette dernière étape pour le jeune Norvégien de 23 ans de la Unibet Rose Rockets, Cédric Baquet Christophersen, chez lui. Hein, voilà, il est d'originaire de cette région du nord de la Norvège, donc il a pu gagner devant chez lui. Voilà, pas tout à fait, voilà, mais dans cette région-là, il a pu gagner. Et surtout, confirmation de la belle saison, la saison de l'explosion, de la surprise pour l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva de la XDS Astana, qui finalement sur ses parcours qui étaient avec des deux premières étapes pour les sprinters et deux étapes plutôt pour les punchers, voilà, sur les arrivées au sommet des fjords en Norvège, qui s'est imposé devant un retrouvé Lennart van Envelt et au général et l'italien Alessandro Pinarello qui continue sa montée en puissance. Décidément, ce Guillermo Thomas Silva nous fait une magnifique saison 2026, Titien. Ah, mais c'est une folle saison. Le mec a été, enfin, Guillermo Thomas Silva, c'est un mec qui courait, qui faisait le tour de King Lake l'année dernière, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui courait vraiment en Europe. Là, C'était la Cararoual. Il sort une saison de fou furieux. Mais vraiment, quand je dis de fou furieux, c'est un truc de fou. Il est là depuis le début de saison. Il gagne sur le Giro. Il est maillot rose du Giro. Enfin voilà, et ce qui est fou, c'est que dans cette saison, en même temps, il va gagner le Tour de Hainan au milieu de au milieu de la saison. Tu sais pas trop d'où ça sort. Il fait des super places au Tour de Catalogne, c'est sur son Giro. Et puis là, depuis son retour en juillet, c'est fou. Hein, il gagne la Classica des Ordizia. Le jour d'après, il gagne la Classica Castilla-León. Et puis là, ensuite, il vient chercher cette victoire hier. Et moi, je le voyais un peu comme un puncher sprinter. Mais là, il gagne hier. Il a montré ici des capacités quand même de grimpeur. Parce que là, il bat Van Edvelt au sommet d'une bosse de 3 bornes à 10%. Waouh! Ah ouais, c'est peut-être un Valverde junior dans l'âme, là, parce qu'il nous fait un truc de fou. Ah, s'il sera sur la Vuelta, moi je le prends au fantasy. Hein. Franchement, à mon avis, avec sa pointe de vitesse, ses capacités à passer les bosses, franchement, il sort une saison de fou. Je pense que Astana, il est prévu, il est toujours dans le roster l'année prochaine. À mon avis, lui, il vient peut-être de gagner un contrat un petit peu renouvelé à la hausse parce que il sort une saison de fou furieux.
Alors, il reste un spot de libre, hein, la XDS Astana pour la Vuelta. Ce sera peut-être pour Guillermo Thomas Silva, qui avait déjà participé au Giro, hein, puisqu'il avait porté le maillot rose après une victoire d'étape, on s'en souvient, au tout début de Giro 2026. Pour l'instant, l'effectif de la XDS Astana prévu pour le Giro, c'est Terrada, Lopez, Champoussin, Rodriguez, Fortunato, Langelotti et Moulou Urban. Le coureur Moulurban, il est érythréen. Enoch Moulurban. Donc, il y a potentiellement une 8e place à récupérer pour Ah, bah, quand tu vois l'Uruguayen. le niveau de Euh, l'Angelotti, Nico, moins ah oui, non, mais il intéressant quand mérite même. Silva. Mais est-ce que deux grands tours dans une même année, ça fait pas beaucoup? Bah, non, en chasseur d'étape, moi je pense pas. Alors en classement général, c'est quand même dur à encaisser, mais en chasseur d'étape, pas tant que ça. Enfin, en fait, faut voir ce qu'on met en face. Est-ce qu'en face, il va enchaîner Tour d'Allemagne et les classiques canadiennes, tout ça. Enfin, à voir. Mais moi, ça me paraît pas déconnant. Il y a beaucoup de sprinteurs qui font 2 grands tours dans l'année. Il y a non, si s'il joue, il joue pas de classement général, s'il va. Donc, oh, ça me semblerait pas forcément déconnant. Maintenant, encore une fois, c'est un coureur qui vient d'arriver en niveau World Tour. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, ça peut faire beaucoup, mais je sais pas. En tout cas, ça me choquerait pas qu'il soit au départ. Enfin, la dernière belle histoire de la semaine est là pour le coup, dans ce tragique Tour du Portugal. Il y a un coureur qui n'est pas parmi des grands coureurs professionnels. On n'a aucune. C'est pas du tout une attaque, hein, on l'aime beaucoup. C'est Alexis Guérin, un coureur qui a roulé toute sa vie en deuxième, en troisième division, qui a remporté le Tour du Portugal avec son équipe Anicolor. Il avait déjà remporté la course de son sponsor, le Grande Premio Anicolor, qui était une petite course de 3 jours au mois de mai au Portugal. Donc il court pour cette équipe portugaise et Alexis Guérin vient de remporter certainement peut-être la plus belle victoire de toute sa carrière. Il avait déjà quelques résultats 2025-2026. Ce qui est le plus étonnant, quand même, Titien, c'est que il a 34 ans, Alexis. 34 ans, il est du 6 juin 1992. Il est passé par Delco Marseille-Provence, par la team Vorarlberg. Il est passé au Vélo Club de Rouen 76. Et ce coureur-là, qui n'a jamais fait une carrière au plus haut niveau, fait une saison 2026 absolument remarquable. 2 victoires d'étape, le classement général du Tour du Portugal, le classement général du Grand Prix à Nicolor. Euh, Incroyable cette histoire. Ah bah pour moi, c'est le genre de coureur qui aurait eu sa place dans une équipe World Tour, honnêtement. Alors pas en tant que leader, loin de là, mais enfin, c'est un solide coureur depuis le début de sa carrière. Pour tout te dire, moi, je l'ai souvent vu sur Pro Cycling Manager et il faisait toujours des très bons résultats. Il avait des très bonnes notes et tout, donc c'est un super coureur. Là, il fait une super carrière à son niveau. Là, il vient de remporter effectivement le Tour du Portugal, malheureux Tour du Portugal du coup, mais voilà, ce coureur-là, c'est un très très bon coureur. Ça aurait pu faire un sacré équipier dans même de grandes équipes à mon avis. Donc voilà, il a choisi une autre carrière, mais c'est comme ça. Oui, et on aime bien Radio Fringale aussi. Voilà, on parle du Tour de France, on parle du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix, des championnats du monde, mais ça sert aussi, Radio Fringale, à parler de ces coureurs modestes qui, des fois, arrivent à avoir des succès au niveau professionnel et qui sortent un peu de nulle part. Et les 2 dernières années d'Alexis Guérin, voilà, ponctuées par cette magnifique victoire de la 87e Tour du Portugal, sont relativement remarquables. Voilà pour les résultats de la semaine. Titien, sur les résultats de la semaine, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur la performance qui t'a le plus impressionné ou comme ça, ou on peut partir sur la preview des courses de la semaine hors la Vuelta, puisqu'évidemment, Titien, on aura les étapes, on aura les émissions dédiées à la Vuelta. Ouais, tout à fait. Non, non, allons sur les belles courses qui nous attendent la semaine prochaine parce qu'il y en a, hein. Oui, il y en a en tout cas 3 dont on veut vous en parler. Une au niveau World Tour, une au niveau Pro Tour et une au niveau Europe Tour. Donc voilà, c'est bien fait. Je rappelle, donc si vous souhaitez les previews de la Vuelta, demain, donc lundi, sortira la preview du parcours et mercredi, vous aurez la preview au niveau des coureurs, voilà, des animateurs, le général, gros suspense pour la victoire évidemment, qui sortiront sur la Vuelta qui commence le week-end prochain à Monaco.
ce qui vous donne un indice sur un certain résident de la principauté. Mais il y a une autre course qui commence, et qui d'ailleurs se finit la semaine prochaine, donc du mercredi 19 au dimanche 23 août prochain. C'est le magnifique René Tour, comme on le dit Titien. Cette course, avant qu'on la détaille, cette course c'est quand même la course par étapes pour les spécialistes de classique. Ils en ont pas beaucoup, mais au moins le René Tour il existe. Ah ouais, ouais, c'est une très très belle course, hein. C'est pas parce que c'est pas une course pour les coureurs habituels de classement général que ça vaut moins. C'est une magnifique course par étapes que j'adore regarder. Alors effectivement, il y a beaucoup de sprints, mais il y a souvent au moins 2 étapes qui sont très très animées. Et pour le coup, elles sont très animées. On a le droit souvent à des petites Flandriennes. Oui, c'est exactement ça. C'est des Flandriennes au mois d'août. On a des secteurs pavés, notamment lors de l'étape 3 et d'étape 5. On aura quelques petites côtes. Voilà, c'est des petits monts, hein. C'est des montées de 700, 800, 1 km, 1 km et demi maximum lors de l'étape 4. On a une étape 2 de ce jeudi qui est totalement pour les sprinteurs. Mais voilà, les amateurs de classique peuvent se rattraper au mois d'août entre toutes ces courses par étapes avec une magnifique course. Alors, l'un des grands spécialistes de cette course, qu'il avait d'ailleurs déjà gagné, Mathieu Van Der Poel, n'est pas là pour cause de VTT de préparation au championnat du monde. Mais par contre, Titien, on a une start list magnifique remplie de sprinteurs et de spécialistes de classique. On aura Arnaud Delis qui sera là avec la Lotto Intermarché, qu'on a vu plutôt en forme aujourd'hui. Arnaud Delis, le mois d'août, on sait que ça lui convient bien. Donc pourquoi pas gagner chez lui sur ses terres. Du côté de UAE, on aura Rui Oliveira, mais surtout Florian Vermeersch, qu'on a vu aujourd'hui, coéquipier de Isaac Del Toro. Du côté de l'Alpecin, ce sera Jasper Philipsen, le leader, avec pour l'aider notamment Florian Sénéchal, qui adore ce genre de course-là. L'épouvantail sur les sprints, Tim Merlier sera là avec la Soudal. Donc voilà, ça enchaîne. Magnier d'un côté, Merlier de l'autre, voilà, ils ont tout compris. Qui sera opposé, un magnifique duel en perspective, Titien, à Jonathan Milan, qui n'a pas pu défendre correctement ses chances aujourd'hui. Voilà, enfin, qu'il a défendu, mais qui a été lâché dans la côte, qui va vouloir se rattraper, vu qu'il est très en forme après son Tour de Pologne. Il sera notamment accompagné d'une grosse équipe sur les sprints, Consoni. Pour rouler, il y aura du Jacob Söderqvist, du Edward Teuns, du Tim Thorn Tuttenberg. Alex Segart sera présent avec Vlad Van Mechelen et Matej Mohoric pour la Bahreïn. Du côté de la Décathlon, le troisième des grands sprinteurs qui va se battre évidemment, Olaf Koy, accompagné d'Oliver Nassen, de Paul Lapera, de Tish Benoît à la maison, ou encore de son lanceur Chess Ball. Asgreen, Lamperti, Madis Mikkels seront là du côté de la EF. Du côté de la Groupama, Clément Rousseau qui a fait un très bon Tour de France, qui reprend. La Movistar sera là évidemment avec Lorenzo Minelli et surtout son spécialiste maison Garcia Cortina pour l'une de ses dernières courses avec l'équipe Movistar avant qu'il change d'équipe. Du côté de Netcompany Ineos, Samuel Watson et Sam Westford pour reprendre. Est-ce que Sam Westford aura la même forme qu'en Australie? On ne sait pas, Titien. Binal Girmay, qu'on a vu aussi aujourd'hui, sera évidemment le sprinter et le leader pour la NSN. Laurens Pitty, accompagné des frères Van Dijk du côté de la Red Bull. Et puis après, Pavel Bittner à la Picnic, Pertsrang, Hagenes à la Visma avec Fiorelli et voilà les coureurs spécialistes de ces courses-là. Ballerini à la XDS Astana, Abrahamson et Søren Warrenschøn, le vainqueur d'étape sur le Tour de France du côté de la Uno X. Sam Bennett avec Frédéric Frison et prévu Fred White, mais Fred White a chuté aujourd'hui malheureusement. Donc on va voir dans quel état il est du côté de la Pinarello 36.5. Et on va terminer comme en le citant, Dylan Groenewegen du côté de la Unibet, qui sera avec un autre sprinter du côté de la Team Flanders Baloise, Tom Krabbe. Titien, ça sent bon les sprints du mois de mars. Ouais, ça sent bon les sprints. Après, je pense que quand je vois le parcours, il n'y aura pas non plus les 2 premières étapes, mais ensuite, les 3 étapes qui suivent, je pense qu'un Tim Merlier, je suis pas sûr qu'il en passe une seule des 3, par exemple. Donc là, je suis déçu qu'il n'y ait pas un Paul Magnier, par exemple, à qui serait beaucoup mieux convenu qu'à Merlier. Bon, après, il faut bien qu'ils se partagent les courses. Donc voilà, Merlier au Tour d'Allemagne, il n'en avait pas en gagné une seule. Donc il est venu là-dessus. Mais voilà, il y aura des sprints. Les 2 premières étapes, c'est même sûr et certain. Et les 3 d'après, voilà. Pour moi, oui, ce sera une magnifique bataille de sprinters. Ils sont tous là. À part Paul Magnier, à part Brennan. Mais sinon, franchement, tous les plus grands sprinters du monde sont là. Après, pour le classement général, ça devrait se décanter surtout sur l'étape 3 et puis également sur l'étape 4 et 5, ça peut toujours être renversé, surtout l'étape 4 finalement qui a un profil assez intéressant, mais moi j'ai un grand favori quand même pour cette course, c'est le vainqueur sortant, c'est Arnaud Delis, qui était quand même très très fort aujourd'hui dans les ascensions du Wasberg, qui a pas pu sprinter parce que Arnaud Delis,
quand il a du mal à se placer, il a du coup a du mal à sprinter, mais honnêtement, même s'il pèse pas dans les deux premiers sprints, ça m'a quand même rassuré son niveau pour que, enfin, ça lui convient parfaitement, hein, ces trois dernières étapes. Les deux arrivants en côte du côté du mur de 8 sur la troisième et à Grotte sur la quatrième étape, on est sur 500 mètres à 5%. C'est quand même parfait pour un Arnaud Delis. La dernière étape, ça lui convient bien. Donc, ouais, Arnaud Delis avec peut-être Laurens Pitty comme adversaire principal sur ces étapes-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a du Ah, Alberto c'est mon Bettiol prono, qui hein. est annoncé. Voilà, il y a quand même des Le- le- bons coureurs. Mais vraiment, si je dois faire ressortir un nom pour le classement général, c'est Arnaud Delis. Alors moi, de mon côté, ce sera Laurens Pitty, parce que je trouve que les parcours de René Witour, c'est en général pas mal pour des coureurs qui gagnent les C'est 4 vrai. jours de Dunkerque. Et Laurens Pitty, ben voilà, pas besoin de faire un, un dessin. Je te donne deux, trois noms pour le général, potentiellement, qui peuvent être bien placés. Tu me dis ce que tu en penses au niveau de ce duel Pitty Arnaud Delis, qui effectivement sont les deux grands favoris, en tout cas parmi ceux qui auront les meilleurs codes pour le général. Est-ce que, par exemple, un Vlad Van Mechelen, pourquoi pas, ça peut lui convenir ou pas? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, 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 ça Michael peut convenir. Valgren. Ah bah, non. Il m'a jamais vraiment depuis longtemps impressionné sur les courses un peu vallonnées comme ça. J'ai l'impression que c'est quand même. Alors, c'est un très bon coureur, mais ça reste un intermittent du spectacle. Il a fait un gros début de saison, j'ai du mal à le Un revoir là. intermittent du spectacle. Non, mais Valgren, bon, après, il a eu pas mal de problèmes, mais c'est quand même un coureur qui souvent faisait une ou deux performances assez incroyables et ben, c'est pas le coureur le plus constant, donc c'est quand même compliqué de le citer, entre guillemets. Ben Turner et Magnus Sheffield d'Ineos. C'est des bons punchers, Euh, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas. Oui, oui, ils seront là. Pourquoi pas pour un top 10, mais je les vois pas gagner non plus, ouais. Est-ce que, au vu de la force brute qu'il a, est-ce qu'un Jonas Abrahamson va vouloir se tester pour une fois sur un général? Ah oui, ça sera un des grands favoris. Pareil, j'ai l'impression qu'il est un peu limité à Abrahamsen cette année. Bah, il n'a pas fait un Tour de France incroyable, donc est-ce que vraiment Jonas Abrahamsen, je le vois gagner? Non, mais par contre, ce sera un des mecs qui va compter pour le classement général, ce sera un des favoris, oui. Et enfin, le Dark Horse, Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres 2019. Ah, c'est pareil, c'est un très gros intermittent du spectacle, Alberto Bettiol. Alors là, dans l'intermittent du spectacle, c'en est C'est un. le plus beau intermittent du spectacle. Ah là, 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 donc je sais pas, j'ai pas. C'est dur d'y croire quand même, hein, tellement on le voit pas, Bettiol. Donc sur son niveau de l'étape du Giro qui gagne, oui. Maintenant, il m'a pas rassuré ces derniers temps, donc non, comme tu as dit, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est Deli et c'est peut-être aussi Laurens Pitty, voilà, comme tu as dit, qui est assez, Il y en a qui quand est même, assez fort. il y en a quand même un qui adore ce genre de course. Je viens de vérifier. Il est troisième du classement général du René Tour 2024. Tu sais de qui je parle? 2024, non. Philipsen? Du Perstrand Non, Hagenes. ah oui, ah oui, ah oui. À Hagenes, ça lui Ah, convient bien, hein. à Guinness, ça lui convient bien. À voir, tu sais, c'est lui, il est tombé sur le sprint des Champs-Élysées là, avec Bittner, donc Mhm. est-ce qu'il s'est remis de Ouais. ça? Mais oui, par contre, t'as raison, à Guinness, ça lui convient même très 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 bien. Donc voilà, quels sont un peu les favoris qu'on va suivre entre les sprinteurs ou les spécialistes de classiques flandriennes. Voilà qui on va suivre. Ce sera Laurent Spiti pour moi et Arnaud Delis pour Titien. Vous avez une liste d'une dizaine de favoris pour le général. Vous avez les meilleurs sprinteurs du monde, à part ceux un ou deux qui seront sur d'autres courses. Et notamment l'autre course, voilà, par étape assez prisée en plus de la Vuelta du René Tour cette semaine, c'est le Tour d'Allemagne avec notamment un prologue mercredi, des étapes plutôt pour sprinteurs. Bon, enfin, un petit peu passer les bosses, mais enfin rien d'incroyable, notamment jeudi et vendredi. Une belle étape pour puncher grimpeur, voilà, surtout puncher, on va dire, samedi. Et puis une étape dimanche également pour puncher, mais un peu moins difficile. Et au niveau de la start list, on aura peut-être Isaac Del Toro à confirmer. En tout cas, du côté de la UAE, on a fait du Tour d'Allemagne un objectif important de cette saison, parce qu'on vient avec Jonathan Narvaez, Adam Yates et Antonio Morgado, rien que ça. Et puis, on aura surtout pour les premières étapes, le vainqueur du jour, Paul Magnier,
qui reste en Allemagne, qui enchaîne en préparation pour le Tour de Bretagne, on l'a dit, et qui sera accompagné d'une magnifique étape. Le local de l'étape, Maximilian Scharmann, en capitaine de route, et puis quelques coureurs pour lui faire un sprint, Lorenz Rex, Dries Van Gestel, Pascal Encorn ou encore Andrea Raccani. On aura aussi du Tibor dans d'autres équipes, du Tibor de Grosso, du Fernando Gaviria, du Emilien Janière, du Clément Venturini, du Marco Haller, du Dylan Teuns, et également Benjamin Thomas, Georg Zimmermann, enfin beaucoup de coureurs évidemment qu'on a vus aujourd'hui en Allemagne, donc ils vont évidemment rester en Allemagne pour enchaîner avec le Tour d'Allemagne. On n'a pas la start list complète, Titien, mais il y a quand même un boulevard pour Paul Magnier pour les victoires d'étape. Titien, ton micro. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Je disais, oui, c'est... Bah, et sur le prologue, il gagnera pas. Les 2 dernières étapes, il gagnera pas. Mais alors, l'étape 1 et 2, là, c'est quand même Paul Magnier, grand favori, s'il arrive à tenir, s'il n'y a pas d'échappée qui va au bout, etc. Là, comme tu dis, c'est plus qu'un boulevard. Il y aura vraiment personne de son niveau. Donc, si ça arrive groupé, moi, ça me fait toujours peur quand je vois la start list des UAE. Forcément, je me dis que ça a bougé tous les jours. Mais Paul Magnier, ouais, il y a une bonne chance de repartir avec minimum en bouquet sur ce Tour d'Allemagne. Il a une belle équipe, sachant que les autres équipes n'auront pas autant de force de frappe, puisque elles seront soit sur la Vuelta, soit sur le René 8 Tour. Donc c'est vrai qu'il y aura un peu les coureurs, les deuxièmes ou les troisièmes compositions d'équipe, on va dire, en plus des stars qui se reposent en attendant les championnats du monde. Donc c'est vrai qu'avec les coéquipiers qu'il a, on peut imaginer qu'il arrive quand même bien à contrôler la course. Au niveau du général, donc des plus punchers, est-ce que des coureurs, tiens, c'est la question que je voulais te poser, est-ce que des Lennart Kamna, est-ce que des Georg Zimmermann ou des Dylan Teuns ou des Tibor de Grosso peuvent empêcher UAE de faire une razzia au niveau du général? Non. Voilà, UAE va remporter cette affaire. Le club. Ah bah oui, là, surtout que en fait, les 3 dans la start list, c'est Narvaez, Yates et Morgado. Les 3 peuvent gagner, entre guillemets, même si Yates, ça paraît compliqué. Et je pense que Del Toro, il est pas allé à Hambourg pour rien. Il va venir sur le Tour d'Allemagne. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Donc, si c'est pas lui qui gagne, ce sera Narvaez ou ce sera Morgado. Enfin, honnêtement, non, ça sera trop. Ce serait une énorme surprise qu'un autre coureur qu'un UAE remporte le Tour d'Allemagne. Et enfin, on termine les Ils peuvent même faire tripler, pardon. Une... Ils peuvent même faire tripler, honnêtement. Franchement. Moi, je pense qu'ils font une razzia, mais ouais, voilà, on verra aussi. exactement. Au départ, finalement, il y a peut-être que 2 équipes qui peuvent gagner sur ce Tour d'Allemagne. Peut-être, ouais. UAE et il n'y a pas de spécialiste du chrono là pour un prologue dans une autre. Tu vois un Max Walscheid de la Trek sur le premier chronotype là. Ah là, peut-être, mais bon, Del Toro, s'il veut faire un bon prologue, il fera un bon prologue par exemple. Donc, non, mais ce sera à voir. On n'a pas toutes les start lists, mais honnêtement, c'est quand même très compliqué avec l'armada avec laquelle ils viennent de les voir perdre. Enfin, la dernière course. C'est marrant, Nico, juste pardon, mais ils ont une bien meilleure équipe sur le Tour d'Allemagne que sur le Tour d'Espagne pour encadrer Pogacar. Oui, on en reparlera cette semaine lors de la preview, mais effectivement, on va bien se marrer. Pogacar qui va devoir faire les victoires d'étape, le café, le tempo, descendre à la voiture, lire le journal, préparer le goûter, etc. La dernière course dont on voulait parler, c'est le 59e Tour du Limousin Périgord. Alors, c'est une course pas forcément très cotée, c'est une course de 3e catégorie, de catégorie continentale, Europe Tour, comme on appelle au niveau de la notification, la nomenclature UCI. Mais c'est une course avec des magnifiques étapes dans cette belle région du Limousin. Avec des étapes pour punchers, pour baroudeurs, pour coureurs un peu passe-partout. Et là, les équipes françaises, évidemment, vont se faire plaisir. Ewen Kostiou et David Gaudu avec Maxime Decombe seront là avec la Groupama. Le pôle jeune de la Décathlon avec Gotera, Isidore, c'est l'équipe première, mais avec beaucoup de jeunes qui vont venir, avec Antoine Loth, Pierre Gotera et Noah Isidore qui vont aussi vouloir se faire plaisir, encadré par le vétéran, c'est bizarre de dire ça, mais le vétéran aujourd'hui, Aurélien Paré-Peintre, on l'a toujours connu jeune,
mais les années passent. Le vainqueur du jour, Hugo Page, essaiera de continuer sa belle moisson pour Cofidis. Il y a une ou deux étapes qui peuvent lui convenir avec Alex Arambourou. On aura du Matteo Vercher du côté de la Total Energy, des équipes de développement, des équipes voilà, même de niveau continental, voilà, comme par exemple l'équipe CIC, l'équipe Elite Fondation de Laurent Dufaux qu'on salue, la Vandrizel-Roubaix, voilà, ce genre de la Saint-Michel, la Nice Métropole Côte d'Azur, enfin ce genre de course. Ça va quand même être marrant au vu de, enfin marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais au vu de ce qui s'est passé au mois de juin dans la presse, de revoir David Gaudu courir avec un maillot de la Groupama. Ouais, je sais pas s'il sera au départ, honnêtement. Enfin là, c'est plus Et un il est coureur, annoncé, hein. c'est plus un coureur cycliste, David Gaudu. C'est terrible ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la Poly-Normande. T'abandonnes au bout de 50 kilomètres. Les championnats de France, il a abandonné pareil, très 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 tôt. C'est la Enfin, tête. C'est même plus une légende, il y a Titien, plus c'est la rien. tête. Il y a plus rien. David Gaudu, il y a plus rien. Par plus, il y a des trucs qui étaient sortis. Bah, on avait parlé dans notre émission, des choses en interne qui sortent sur comme quoi il fait plus les efforts. Il comprend même pas la situation. Enfin, il y a c'est quand même fou parce que là, il est passé quand même à un âge où il devrait être en pleine possession de ses moyens, du tout au rien. Et c'est quand même comme l'année dernière, hein, sa Vuelta, il est incompréhensible. Les 2 jours où il fait deuxième derrière Vingegaard et ensuite ou troisième, et le lendemain où il tape Pedersen et Vingegaard sur un sprint, et ensuite on s'est dit, ouais, il va faire une Vuelta de fou. Il va chercher le maillot rouge et ensuite plus rien. Et depuis, plus rien. Enfin, c'est incompréhensible. Je sais pas, enfin David Gaudu actuellement n'est plus coureur cycliste. Il n'est plus coureur cycliste et ce qui est terrible, c'est que la Groupama et c'est une équipe en difficulté absolue. Enfin, si ça continue comme ça fait comme cette année, la Groupama FDJ, ils seront plus en World Tour dans 2 ans. Et ça veut dire que s'ils sont plus en World Tour, les sponsors vont probablement baisser l'investissement, ils peuvent se retirer, etc. Donc, je dis pas qu'à date la situation elle est dramatique pour l'équipe, mais quand on voit par où l'équipe est passée, il y a 3 ans, ils avaient en leur sein Romain Grégoire, Lewis Hasky, Lenny Martinez, ils avaient Lorenz Pitti, et l'équipe qu'ils ont cette année où tu as un des leaders historiques, Valentin Madouas, qui fout plus rien, grosso modo, qui se barre dans une autre équipe, l'autre David Gaudu qui est même plus coureur cycliste, et que Romain Grégoire, il est pompier de service cette année, donc non, là c'est terrible, David Gaudu, il pompe un salaire fou à une équipe qui aurait besoin de recruter des bons coureurs qui du coup n'a pas l'argent, et voilà ce que ça donne. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Du coup, est-ce que, au vu de ce qu'on a dit, on sait que la Groupama est tenante du titre, va essayer de faire ce qu'il veut, mais est-ce qu'on part sur un duel au niveau des victoires d'étape et pourquoi pas du général entre la Décathlon et la Cofidis, qui ont quand même des belles équipes? Oui, ça a l'air d'être les deux meilleures équipes, en effet, même si Decathlon perd quand même son principal coureur qui pouvait briller en la personne de Paul Lapéra. On a vu que Pierre Gautra aujourd'hui était pas au top. Noah Isidore, ça va aller sur des étapes, mais sur d'autres, ça risque d'être difficile. Donc après, il Moi, y je, a un moi, je paré-peinte crois qui... qu'Antoine Lott va nous faire une belle perf. Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais voilà, ils n'ont pas leur meilleure carte. Là où Cofidis, ça Rambourou quand même, c'est bon. Alors lui aussi, ça peut être un intermittent du spectacle, mais c'est quand même un mec qui passe bien un peu tout type de terrain. Attention également à l'équipe totale, hein. Un Alexandre Delette, ça peut être pas mal. Et puis la Baptiste Lemaire. Groupama, Ewen Costiu, Brio Roland qui a fait une super course aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est assez ouvert. Il y a personne qui se, il y a personne. Non, franchement, je regarde la start list, il y a personne qui se détache. Voilà, il y a le retour de Louis Ardouin pour l'équipe Van Rysel-Roubaix qui fait une sacrée saison. Donc honnêtement, ça peut être très, très intéressant, même si on est d'accord, hein, ce serait très surprenant que ce soit pas un coureur du. Ah, il y a Michael Van Tourenhout pour la Powells. Bah, ça, on est plutôt en mode cyclocross qui est présent. Il y a toute l'équipe de cyclocross de la Powells. C'est assez drôle, Oui. mais c'est assez marrant. Mais non, en réalité, ouais, ça devrait se jouer entre. Bon, on n'a pas les startistes définitives, mais ça devrait se jouer entre ces équipes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que David Gaudu n'est pas le grand. Enfin, c'est le plus gros nom sur la startiste, mais c'est absolument pas le grand favori à ce Tour du Limousin. Non, ça c'est clair. Moi, je vois bien Antoine Lott, qui aujourd'hui, Ouais, ouais, ils ont très misé fort sur la carte. aujourd'hui. Ils ont misé la carte Noah Isidore, qui est un meilleur finisseur, on va dire, qu'Antoine Lott. Mais Antoine Lott est peut-être un coureur un peu plus complet que Noah Isidore. On en avait pas mal parlé. Même si je trouve que, intrinsèquement, au niveau des watts, vu ce qu'il a montré depuis le début de saison, je pense que Ewen Costiu est peut-être le mec le plus fort au niveau watts pur, je parle. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, non, mais il est ultra impressionnant. Donc, ouais, ils sont tous impressionnants dans cette équipe-là. Même Noah Isidore.
Non, Isidore, quand il fait pas de bêtises, c'est quand même un mec qui a un rush de folie. Donc, ouais, franchement, hein, ça va être Moi, j'adore le Tour du Limousin. J'ai souvenir notamment de la victoire de Grégoire, assez impressionnante, il y a 3 ans, là, qui s'était vraiment révélé sur le circuit pro sur cette course. Donc, je crois que l'année dernière, c'est Costiu qui s'impose. Donc, c'est très ouvert, les profils. Il y a rien de trop compliqué. Et puis, en même temps, c'est quand même des terrains très accidentés. Donc, franchement, si vous voulez voir une belle course où il y a de l'action, où il n'y a pas une équipe qui écrase tout, etc., bah, regardez le Tour du Limousin cette semaine à partir de jeudi, parce que vous allez vous régaler. Oui, en tout cas, Tour du Limousin à partir de mardi, pardon. mardi, c'est mardi à vendredi, le Tour du Limousin. Exactement. C'est de mardi à vendredi. Titien, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce Merci à deuxième toi. Fringale Hebdo du mois d'août. Et puis, on se retrouve, Titien, j'ai envie de dire, on se retrouve très vite cette semaine pour les émissions de présentation de la Vuelta. Oui, tout à fait. Ben, demain, vous aurez le droit à la preview du parcours. Donc, vous allez voir, on a déjà enregistré une belle grande émission d'1 heure et demie où on analyse les étapes. L'année dernière, on avait dit que c'était le pire parcours qu'on ait jamais vu. Vous verrez à partir de demain notre avis sur la Vuelta 2026. Et puis, mercredi, rendez-vous pour la grande preview. Alors oui, cette année, on l'a fait un petit peu plus tard, que seulement 3 jours avant le départ. Mais la Vuelta, c'est pas le Tour de France ou le Giro. Faut attendre un peu d'avoir les compos. Ça va venir dans les jours qui viennent de chaque équipe. On a encore pas grand-chose à date, même si on Ce connaît sera les annoncé principaux demain, hein, les compos favoris. Voilà, finales. donc voilà, on préfère avoir tout le monde. Comme ça, on vous fait les coureurs pour le général, les coureurs à suivre. Vous aurez la preview complète ce mercredi. Et il me semble aussi que, géré par l'ami Matt, mardi soir, vous aurez également une preview, cette fois-ci, du Tour de l'Avenir, qui va démarrer lui Oui. aussi le week-end prochain. Donc voilà, il y a, il y a des émissions toute la semaine chez Radio Fringale. Et puis bah, après la preview de la Vuelta, nul doute qu'on se retrouvera pour débriefer les 2 premières journées dimanche prochain, animé par toi, Nico, dans l'hebdo. Oui, tout à fait. On se retrouve le week-end prochain pour débriefer la Vuelta, faire le bilan du Rennes Tour, du Tour d'Allemagne, du Tour du Limousin, faire la preview des courses qui vont arriver à la fin du mois d'août, notamment la Bretagne Classique qui arrive le 30 août prochain, donc c'est dans 2 semaines. Et puis évidemment, la Vuelta qui nous accompagnera les 3 prochaines semaines. On remercie évidemment tout le travail qui a été fait au niveau de la rédac. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur YouTube si tant que les commentaires restent, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais tant que ça reste dans la politesse et dans le respect, on vous répond très volontiers. Et puis, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux. Pensez à bien vous alimenter parce que la fringale guette toujours, surtout en fin de saison où les organismes commencent à être fatigués. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les émissions et dimanche prochain pour le nouveau Fringale Hebdo. Allez, ciao, bonsoir. Ciao tout le monde!